Bonjour à tous. Je vais commencer par deux petits commentaires. Le premier commentaire est sur le débat autour de compétitivité et innovation. La compétitivité, c'est une affaire d'acteurs individuels. Et l'innovation, on n'a pas de vision irénique. Schumpeter, qui en parlait, disait que la qualifiait de création destructrice. C'est donc qu'il y a à la fois un phénomène de création qui remplace des choses qui existaient. Et il n'y a pas de vision dans laquelle il n'y a que des gagnants. Il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des gens qui se transforment, qui acceptent, qui vivent, qui promeuvent la transformation. Il y a des gens qui y résistent, et au terme de ça, on n'a pas des transformations, qu'elles soient cumulatives dans des marchés existants. C'est pour ça que dans des marchés bien structurés, il y a des entreprises qui prennent des positions, il y en a qui en perdent. Il y a qu'à regarder le marché de l'automobile sur 10 ans. Et d'autre part, il y a des marchés qui disparaissent et qui se restructurent autrement. Personne ne pensait que la téléphonie représenterait ce que vous avez dans votre poche aujourd'hui et qui sonne à chaque fois qu'on fait une conférence. Voilà, donc ça c'était le premier commentaire parce que je pense que c'est très important de différencier ces deux échelles quand on veut travailler et réfléchir. Il ne faut pas mélanger ce qui sont des choses entre guillemets privées avec ce qui sont des phénomènes qui transforment la société. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, et c'est beaucoup plus vrai dans le monde agricole que dans le reste du monde, que dans le reste des activités, quand on prend des outils de mesure de l'innovation, des efforts que des collectifs effectuent, alors le collectif de base sur lequel on mesure, c'est souvent les pays, c'est pas très souvent pertinent, mais ça fait rien, c'est les seuls dont on dispose, donc on s'en sert un peu. On s'aperçoit que grosso modo, le partage entre les efforts dits publics et les efforts dits privés sont, dans le pire des cas, de 30 à 70%, 70% pour le privé et 30% pour le public, et dans le monde agricole, il est de plus de 50% par le monde public et un peu moins de 50% par le monde privé. Donc parler d'innovation, c'est parler de ces 50%-là qui servent directement ou indirectement à des acteurs privés qui vont mettre des produits et des services nouveaux sur le marché. Que ceci soit directement, soit payable ou gratuit. Vous avez un collègue précédemment a utilisé un service gratuit que nous mettons sur le marché, qui est la plateforme Cortex, qui est la plateforme de cet institut collectif qui s'appelle l'IFRIS et qui rassemble des chercheurs de l'Université Paris-Est, du CNRS et d'INRA. Donc maintenant, je vais revenir à mon sujet. Du coup, mesurer l'impact ou les effets sur la société des investissements publics qui ont été opérés soit par un organisme ou par un programme deviennent un impératif de plus en plus important que nous réclament les politiques, qui sont ceux qui mobilisent et distribuent, organisent la dépense de l'argent collectif, de l'argent qu'une collectivité rassemble. Et donc, on est dans un contexte en transformation dans lequel les impacts de la recherche publique deviennent une nouvelle exigence des rapports sciences-société. Il y a eu une longue tradition largement organisée autour des dimensions économiques, et les questions qu'on nous a posées, les questions qui se posent, pas simplement dans l'univers français, qui est effectivement, on ne peut pas s'arrêter simplement aux transformations et aux impacts économiques, il faut savoir prendre en compte les autres types d'impacts. Et il faut aussi savoir prendre en compte les limites fortes des travaux d'évaluation ou de mesure d'impact qu'on effectue, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a trois grandes références dans les histoires de mesure d'impact. Vous êtes confrontés, c'est vrai pour tout le monde. Vous avez eu des impacts qui sont largement centrés autour des analyses coût-bénéfice. Vous avez parlé des travaux initiaux de la NASA, ou bien pour les effets indirects de l'approche du bêta. Voilà, c'est une grande ressource. Ça a été appliqué dans plein d'endroits. Et puis on a eu beaucoup de travaux qui ont été centrés sur ce qu'on qualifie aujourd'hui d'innovation ouverte, en s'intéressant au rôle des collaborations, au rôle des politiques publiques dans le développement des collaborations dans les réseaux d'acteurs qui innovent. Et puis on a eu des très très beaux travaux, c'est eux qui nous ont appris les limites de ce que c'est que l'évaluation.
c'est encore la pointe de ce qu'on sait faire en économétrie à l'intérieur de grands projets, qui a été fait autour de l'Advanced Technology Program américain. C'est vraiment extraordinairement intelligent, mais ce qui nous a énormément frappé, c'est que aucun de ces travaux n'a jamais pu franchir la barre du débat politique au sein du Parlement américain. Ils ont été immédiatement rejetés. Et donc, quand nous faisons des travaux et que nous nous adressons à des collectifs démocratiques, nous savons que nos travaux servent à nourrir le débat, la discussion, et donc doivent être compréhensibles. Et c'est une dimension que beaucoup trop de gens oublient quand ils se mettent à développer des systèmes complexes, des machines compliquées, avec comme effet unique de donner un chiffre synthétique qui va vous dire le vrai. Derrière le chiffre synthétique, il n'y a plus de capacité pour l'acteur politique, le citoyen, de comprendre ce qu'il y a derrière. Et le chiffre qui ne se lie pas à des réalités tangibles n'a pas de possibilité d'existence dans un monde démocratique et dans un débat démocratique. En tout cas, c'est une des grandes leçons pour tirer, et c'est une des leçons qui nous a conduit qui a conduit à faire toute une série de développements récents. Donc je les passe rapidement. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, parce que vous allez le voir tout au long du chemin, c'est qu'encore un des grands innovateurs, comme dans l'histoire des politiques, dans l'histoire des travaux sur l'innovation, un des grands innovateurs sur ces questions, ce sont encore des gens liés au monde agricole et agronomique. Donc quand l'INRA a été confronté dans sa dernière évaluation à un très gros satisfecit de l'AERS, à part sa capacité de pouvoir parler de ses impacts sur la société, l'INRA a longuement réfléchi, enfin la direction de l'INRA a longuement réfléchi entre prendre des consultants et appliquer des méthodes, ou bien se dire, après tout, on finance un labo d'excellence, on participe à la vie d'un labo d'excellence, l'IFRI c'est un labo d'excellence, on finance un labo d'excellence, pourquoi ne leur demanderait-on pas d'essayer de réfléchir à une nouvelle approche, ou à une approche en tout cas qui tiennent compte des limites techniques ou politiques qui sont rencontrées par les approches existantes et du savoir-acquis sur les processus d'innovation. Alors, il faut quand même le dire, parce que souvent on dit que les sciences sociales c'est des petites affaires, c'est quand même une expérimentation lourde, puisqu'on est 7 chercheurs à avoir travaillé dessus, avec un comité international de suivi, des conférences internationales, etc. C'est un investissement en millions d'euros, ce n'est pas un investissement en centaines de cas euros. Un organisme comme l'ANR est incapable de financer un programme de ce type. Voilà, et vous avez un rapport final qui est disponible en ligne, donc c'est un rapport d'étape pour nous, mais enfin qui est disponible en ligne, qui a été discuté à l'Assemblée nationale dans des cadres divers, et qui a conduit l'organisme à privilégier cette approche. J'en reviendrai dessus. Je vais passer ça va plus vite. Si je vais dire quand même 2 choses à propos de ça. Quand on a discuté et quand l'INRA s'est décidé, il y a eu 3 considérations qui ont été très très importantes. La première, c'est que ça soit reproductible et non pas une affaire one-off. Une fois qu'on l'a fini, vous avez des résultats une fois et puis ça disparaît du paysage. Donc il fallait absolument construire une approche qui puisse s'intégrer dans la vie de l'INRA. On espère qu'on est en train de le faire, on va voir. La deuxième chose, c'est que il fallait une approche qui soit claire sur le fait que les mesures d'impact, c'est qu'une manière de regarder ce qui se fait dans la recherche, c'est pas la seule manière, et donc il faut être attentif aux autres types d'évaluations qui sont en parallèle, et surtout aux conditions de l'utilisation de ces travaux. Et la troisième, c'est que c'est très très particulier parce que pour pouvoir faire ces travaux d'impact, il faut avoir un pas de temps très important. Je vous dirai les résultats du calcul qu'on a opéré. Il faut avoir un pas de temps très important. Le système britannique est une référence en la matière, parce que ça s'impose à tous les chercheurs britanniques et tous les enseignants-chercheurs. Le pas de temps britannique, c'est 15 ans. On prend des objets dont la dernière publication académique ou une publication académique de référence n'a pas plus de 15 ans d'âge. Ça veut tout dire déjà sur le pas de temps qu'on prend pour essayer de comprendre comment les choses circulent de la recherche à la société. Voilà, et donc du coup, il faut aller au-delà, si on veut que ça serve, de la fameuse question de légitimation, qui est de dire on était bon hier, donc financez-nous aujourd'hui.
Donc l'approche qu'on a développée, il n'y a rien d'original. Hein. Tous les morceaux ont été faits par des collègues dans le monde entier. Et c'est plutôt l'intégration et la capacité à tester qu'elle puisse jouer et les manières de la faire conduire qui sont ce qu'on essaie d'apporter par le travail qu'on a fait. Donc l'approche qu'on a proposée, elle tient compte de 3 éléments absolument centraux. Le premier élément, c'est qu'elle tient compte du fait que, quelles que soient les activités de recherche que vous développez, celles qui vont continuer à circuler dans la société sont en nombre très limité. On a une distribution asymétrique quand on regarde toutes les histoires données sur des brevets, sur les financements de RECA, etc., qui est bien plus pendue que celle des citations pour les articles de recherche. Donc ça pour les chercheurs, ils savent à peu près ce que ça veut dire. Et donc, faire une analyse des effets moyens en prenant l'ensemble des organismes, ça a autant de sens, ça n'a, bon, enfin on ne va pas dire autant de sens que, parce que les sujets, disons que ça n'a pas de sens. Et que 80% des effets que vous pouvez mesurer à un instant T seront liés à peut-être 2 ou 3 des 100 activités que vous aurez développées précédemment. Et c'est ça le risque, ou l'incertitude plutôt, des activités de recherche. Et donc justifier chaque activité de recherche, discuter la justification de chaque activité de recherche pour justifier la vie d'un organisme n'a pas de sens. Donc c'est le premier résultat. Du coup, ce résultat vous dit que si vous voulez raconter aux politiques les effets, il va falloir utiliser ces cas qui ont eu de l'impact. Pas n'importe quel cas tiré au hasard. Il va falloir parler de ces cas et essayer de comprendre en quoi ces cas, comment on relie ces cas aux investissements que l'organisme a pu faire. Donc il faut une sélection des cas et il faut surtout une comparabilité des cas. Donc une méthode standardisée de fabrique des cas, qui est pour les gens en sociologie est une question extrêmement difficile. Bon, je dis sociologie, mais on est économiste, gestionnaire et sociologue à avoir travaillé sur ce projet. Et des économistes durs. Voilà, et donc, la méthode s'appuie, elle, sur 3 grands résultats des travaux sur l'innovation. Alors, chacun présente l'innovation à sa manière. Les 3 grands résultats que nous utilisons est le fait que quand on mesure de l'impact, on ne mesure jamais l'impact d'un acteur, mais d'un réseau d'acteurs qui participent, d'un réseau d'innovation. Et c'est cet ensemble, ce réseau complet, dont on sait mesurer l'impact éventuel, mais pas un acteur dans le réseau. Et ce que nous construirons, c'est l'impact pathway. La deuxième dimension, c'est que les temporalités sont absolument essentielles. Hein, les 2 précédents orateurs en ont parlé. Et donc, on a construit un outil qui permet de rendre compte de la temporalité. Et la troisième, c'est bien sûr la pluralité des impacts. Voilà. Ensuite, après, une fois que vous avez fait vos cas, il faut parler des méthodes d'agrégation. Donc, je vais essayer de parler de je vais essayer de faire un petit tour de ces questions. Je fais à chaque fois la même chose. J'essaie de dire qu'est-ce qu'on connaît et après, qu'est-ce qu'on a essayé de faire. Et puis, quelques résultats majeurs des travaux qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, on a passé en revue, nous directement, une douzaine de cas, les différents départements de l'INRA, près de 20 cas, et on tourne autour de 15 cas, une dizaine de cas tous les 6-8 mois actuellement, qui sont fabriqués directement par les départements de l'INRA. Donc il y a une vraie base d'accumulation des savoirs qui est en train de se construire. Donc il y a des références très célèbres. Déjà en 1965, un chercheur, un économiste, Scherrer, disait il n'y a pas un brevet sur 1000 qui a une utilité, un usage réel, effectif. Et que donc, ça ne sert à rien de faire des analyses en moyenne, il faut s'intéresser à ces cas rares. Georgiou l'a démontré sur les programmes européens, l'évaluation de Rostar en 2012. Hein, Rostar, c'est le soutien, c'est un sous-programme de RECA financé par la Commission européenne. Et puis on a nos collègues qui travaillaient au CGIAR, avec le CGIAR, Maredia et Retzer, sur la cochenille du manioc, un seul cas, qui suffit à justifier l'intégralité des investissements publics faits en Afrique sur la recherche agronomique par les effets de transformation à la fois économiques et sociaux qu'il a produits. Voilà, donc, s'il faut chercher les cas, il faut se doter des moyens d'identifier les projets à fort impact. Et on a l'impression que c'est simple.
Et je peux vous dire que ça a été le travail le plus difficile parce qu'on s'est trompé, malgré la démarche qu'on a adoptée. On a étudié toute une série de cas avec des faibles impacts, même s'ils sont très importants du point de vue de l'amélioration des connaissances. Donc on a utilisé une double approche, quelque chose d'assez unique et que tous les organismes devraient avoir, qui est le fait qu'un organisme ait une base des faits marquants. Toute organisation devrait avoir une base de données des faits marquants. De ces faits marquants, chaque année, il y a des faits marquants. Alors, quand on les relit 5 ans après, on est quelquefois amusé, mais les avoir, ça dit beaucoup de choses. Hein. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des faits marquants qui sont du côté du fondamental en 1995, et puis qui en 2010, c'est la création d'un nouveau service. Et quelquefois, ces faits marquants sont même pas qualifiés une fois qu'ils transfèrent. Donc la sélection génomique, par exemple, il y a plein de faits marquants sur la science, puis après, quand ça commence à circuler dans la société, quand ça commence à être repris, à fabriquer des modalités d'intervention, etc., on n'en entend plus parler. Donc, mais c'est quand même un outil très très intéressant. Et puis, on a beaucoup travaillé avec les chefs de département, ils ont beaucoup souffert avec nous, ils peuvent en parler. Alors, ce qui nous a frappé dans l'INRA, c'est qu'après avoir fait un travail avec tous les chefs de département et la base, on a une liste de projets qui reste très limitée. Hein, on a identifié une 50aine de cas, nous. Quand on fait le tour des départements, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne identification. Je vais être plus long. Chacun son avis. Voilà. On a donc... ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que personne ne sait ce que c'est qu'un cas. Au départ, on vous parle d'un projet. Alors, comme il y a beaucoup de financement, on vous parle d'un projet financé par un ministère, financé par l'Europe, financé. Un projet, c'est jamais un vrai cas. Un projet, ça déborde de partout. Ça a commencé avant, ça se continue après. Et ce qui compte, c'est la globalité du projet. Voilà, ça c'est ça. Donc ensuite, je vais essayer de faire le tour des aspects. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire sur la question du réseau hétérogène des acteurs, c'est de reprendre, de nous opposer à tous les travaux qui fabriquent la notion d'attribution, qui dit j'ai repéré tel truc avec tels effets, et je considère que la part de l'INRA, c'est 30%. Non. La part de quelque chose, attribuer une part, ça n'a pas de sens dans un réseau d'acteurs. On peut calculer l'impact d'une innovation, etc. Ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on peut faire au mieux, c'est de comprendre le rôle, la contribution d'un acteur dans la vie de ce réseau. Et c'est pour comprendre la contribution d'un acteur dans la vie de réseau, dans la vie d'un réseau d'innovation, que le CGIAR avait développé une notion de Impact Pathway, chemin d'impact. Alors ils avaient une vision très linéaire du chemin d'impact, voilà. Et nous, on a construit, on a fait 4 modifications dans le chemin d'impact que je vais vous montrer. La première, c'est de penser que les acteurs qui se situent là, ce n'est pas simplement des chercheurs, c'est un ensemble compliqué dans lequel il y a des coopérations, il y a des acteurs de toutes sortes, il y a des acteurs qui sont présents de manière formelle ou informelle, il y a des acteurs qui sont présents directement ou indirectement parce qu'on fait appel à un pool de connaissances. Et puis on a eu un très très gros débat entre nous et avec tous nos collègues dans le monde, sur les spécialistes dans le monde, sur la différence que les anglo-saxons font entre ce qu'ils appellent outcomes, qui sont les premiers, ce qui se passe au début, et puis la généralisation que eux appellent impact. Et nous avons considéré qu'il n'y avait pas de différence de nature entre les premiers utilisateurs et la généralisation des utilisateurs, en utilisant les travaux du plus grand économiste, du plus grand sociologue, hein, mais aujourd'hui on classe comme un gestionnaire, qui est écrit sur la diffusion de l'innovation, qui s'appelle Rogers, qui est de loin dans les travaux sur l'innovation, le scientifique le plus cité. Et il a écrit son bouquin, qui est d'ailleurs très très bon dans sa première version, dans la 5e c'est moins intéressant. C'est un sociologue de l'agriculture. Et donc, tous ces travaux où il explique les processus d'innovation ne sont faits qu'à partir de cas sur du monde agricole. C'est une très belle version publiée en 1961. Voilà, donc du coup, ça nous a amené à faire ça. Une espèce de visualisation. Et donc, tous les projets que nous avons vus ont cette espèce de schéma qui vous raconte ce que c'est qu'un impact pathway avec les acteurs et les activités
activités et ce qui porte, ce qui circule entre les acteurs. Alors ça a des intérêts, alors je vous laisse pas regarder, je ne vais pas le raconter, ça n'a pas de sens, je suis supposé avoir déjà terminé. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que ça permet d'entrer dans des discussions génériques quand à chaque fois qu'on voit un impact à fouet, on voit le même acteur jouer un rôle important. Donc à l'intérieur d'INRA, quand on a travaillé avec les chefs de département sur nos premiers résultats, par exemple, est sortie une question autour des ingénieurs, qui a complètement renouvelé la discussion, enfin complètement, j'en sais rien, en tout cas qui, dans la discussion, à la fin de la discussion, avait pris comme conclusion que la question des ingénieurs devait être repensée à l'intérieur de l'INRA. Voilà. Alors la deuxième, c'est la temporalité. Ce qu'on a utilisé, bon, je vous ai dit deux mots déjà de ce qui se passe. On essaye de faire mettre en œuvre, mettre en exergue les événements et les points d'inflexion. C'est-à-dire, on essaye de raconter une histoire dans sa chronologie en essayant de cibler les points d'inflexion, ce que les collègues anglais appellent les turning points. Quand les choses changent, qu'est-ce qui est le support du changement? Et ça nous fait des cartes de chronologie de ce type, où vous pouvez trouver, là c'est la carte d'Ariane, hein, je la mets ici parce que, mais comme vous pouvez voir, elle est en anglais, c'est-à-dire qu'elle circule dans le monde entier pour ceux qui sont rangés. Vous pouvez voir par exemple que vous avez un hybride qui arrive, qui porte un nom en 1980, mais qu'Ariane va être mise sur le marché quelque part là, en 2005, hein, 2004-2005. Donc ça permet d'avoir une notion du temps et de donner du sens au temps avec à la fois des événements qui sont liés, des événements génériques, des événements de contexte et des événements propres aux activités d'INRA. Alors, on a essayé de chercher, c'est à la troisième dimension, à tenir compte de la pluralité des impacts. Donc, on a discuté sur les impacts. Vous avez des travaux très intéressants sur ce qu'on appelle les public values de la recherche, qui vous explique que les impacts sont, il y a 5 types d'impacts qui sont économiques, sociaux, politiques, environnementaux et culturels. Et puis chaque organisation peut avoir plus ou moins d'importance, peut avoir son mix à elle et avoir d'autres dimensions comme pour l'INRA, pour la sécurité alimentaire ou le développement territorial. Et puis il y a un impact propre à la recherche qu'il faut se rappeler, qui est le développement d'options sur le futur. Le nucléaire nous rappelle tous les jours ce que ça veut dire. Donc nous avons conduit sur chaque cas une analyse avec en deux temps. D'abord savoir si on observait ces types d'impact, et ensuite en ayant une mesure de l'importance relative, ce qui nous donne ce type-là. Voilà des tables qu'on fabrique sur nos différents impacts, et voilà des vecteurs en fonction des différents projets. Et ça, si on montre ces types de visualisation, c'est pour montrer à quel point ça varie suivant les projets, et que le type d'impact et l'ampleur des impacts, la variété des impacts sont souvent très très différents. Et on a quelques résultats assez forts, dans lesquels on a... on classe les impacts en 5 points, j'en parle pas ici, j'ai pas le temps. Dans lequel on s'aperçoit qu'il y a très peu d'impact fort par activité, qui a un tout petit peu plus d'impact important, mais qui a une vraie présence d'une variété d'impacts. Et donc, il ne faut pas se limiter au seul impact fort quand on veut réfléchir l'effet à long terme d'une activité donnée. Alors, on n'a pas eu beaucoup de mesures, on n'a pas eu beaucoup de problèmes sur la mesure des effets économiques quand il y avait des effets économiques. On sait utiliser les outils. Nos collègues qui travaillent en Australie, au Brésil ou en Afrique du Sud ont eu tendance à montrer qu'avec un seul cas, une seule activité qui a des impacts forts, on justifiait le budget entier d'un organisme. La manière dont nous avons pris les cas et la manière dont les cas sont construits à l'INRA ne donnent pas la même réponse. Mais quand nous prenons ce qu'on appelle des ensembles des cas, puisque en quelque sorte, comme il y a des métaprogrammes à l'INRA, nous avons sur certains domaines, par exemple sur la fertilisation minérale, on a des effets qui représentent la valeur des investissements qui sont faits dans l'ensemble de l'INRA.
Voilà, donc, par contre, on est en plein travaux sur les autres types d'impact. Au début, on nous a demandé, on nous a incité, on a cherché à nous faire trouver des manières de monétariser chaque dimension. Alors je vais vous rappeler quelque chose, c'est que quand vous parlez d'énergie, la référence, ça n'est pas l'argent, c'est la tonne d'équivalent pétrole. C'est-à-dire c'est une référence physique, pas une référence monétaire. Parce que la tonne d'équivalent pétrole prend des valeurs qui diffèrent complètement en fonction des choix politiques, et nous sommes dans des démocraties, des choix politiques que prennent nos décideurs ou qui sont en discussion dans la société. Et donc, construire des indicateurs physiques peut permettre de nourrir un débat sans préempter la valeur morale ou sociale qu'on donne à un phénomène ou à l'autre. Vous en avez un bel exemple sur qu'est-ce que c'est que la biomasse, des carburants de première génération. Vous avez des pays qui ont absolument des analyses radicalement opposées à celles qu'on conduit en France et en Europe. Voilà. Et donc nous avons choisi de chercher à trouver des modes d'analyse et de caractérisation qui mettent en exergue plutôt des indicateurs physiques. Étonnamment, c'est du côté de la politique qu'on a le mieux réussi. C'est-à-dire qu'on a maintenant des outils qui nous permettent de parler des effets sur la politique bien plus percutants que ce qu'on avait avant. Alors, quand on veut passer de ça à des analyses transversales, c'est-à-dire qu'on passe du cas à l'organisation, qu'on veut passer à des analyses de niveau plus élevé, on passe du cas à l'organisation, nous avons choisi trois manières de procéder pour l'instant. La première, c'est de conduire des analyses transversales. Les analyses transversales, ça vous permet de comprendre comment ça se passe dans des cas qui sont supposés avoir de forts impacts, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les activités qui comptent pas, quels sont les types de problèmes qu'on peut avoir, et le cas que je vous ai déjà cité des ingénieurs est une bonne manière d'illustrer ce genre de questions. La deuxième manière, c'est d'essayer de se dire derrière la diversité, il y a des familles de projets, il y a des familles de cas, il y a des histoires, il y a des trajectoires types, et à partir des trajectoires types, ça permet à des organisations d'essayer d'anticiper et de regarder leur portefeuille ou les activités qu'elles déploient en fonction et de les positionner dans certaines trajectoires pour savoir quels sont les chemins critiques et pour se poser la question sur d'éventuels chemins critiques qui pourraient confronter le processus, les activités qui sont en déploiement. Bon, la troisième, c'est par les types d'effets. Bon, j'en parle pas. Et la dernière, et c'est ça là-dessus que je voudrais conclure, si on a fait ces travaux, comme beaucoup de gens, on les fait parce qu'on pense que ce qui compte, c'est pas qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui fasse le boulot, une fois de temps en temps, et qui joue le rôle de la Cour des comptes, intelligente ou pas intelligente. En général, elle arrive toujours après. Elle n'est jamais suffisamment spécialisée, donc elle raconte des banalités. Lisez les rapports sur le transfert, par exemple, qu'a produit la Cour des comptes ou l'inspection générale, et vous verrez de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et vous verrez à quel point ces travaux sont, dans l'ensemble, peu pertinents. Et donc, ça relève des acteurs eux-mêmes. Et donc, ce qui compte pour nous, c'est qu'on rajoute, et c'est comme ça d'ailleurs que les Britanniques ont conçu la chose, le système britannique, c'est le roi de l'incitation, en laissant le marché jouer. Ce qui compte, c'est que ça soit intégré, internalisé par les acteurs, et que ça fabrique des modes d'auto-évaluation périodique des activités qu'on conduit, ne serait-ce que pour savoir et d'être clair sur celles qui relèvent simplement d'activités de production de connaissances et celles qui peuvent circuler dans la société compte tenu de leurs résultats, compte tenu de leurs premiers résultats, et pour lesquels il faut imaginer, construire, penser, investir
dans la circulation. Et c'est un des derniers points que je voulais signaler. Ce qui nous a aussi beaucoup frappé, c'est que dans tous les projets, je reviendrai sur la carte des TRL, dans tous les projets que nous avons suivis, l'INRA descend assez bas. On est dans presque tous les projets où sa contribution ne s'arrête pas au niveau 1, 2, 3 que vous avez souligné, mais descend au niveau 5 et 6, et dit donc que la professionnalité des chercheurs ne saurait se limiter à la dimension académique de leur travail. Merci. Je suis pas un spécialiste de ces questions-là, même si on travaille à l'évaluation des politiques publiques à France Avenir. Donc, je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Par contre, il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand vous dites, parce que moi je suis à peu près persuadé de ça, qu'il y a absolument nécessité d'internaliser une partie de l'évaluation de ce qu'on fait, parce que sinon on n'avance pas. Or, ce que je voulais simplement vous faire remarquer, c'est que plein de phénomènes de politique publique, avec je ne parle pas de politique de recherche, nous impose de faire des externalités, le fait d'externaliser l'évaluation. C'est on considère dans les critères de beauté de l'évaluation des politiques publiques que ça ne doit surtout pas être internalisé, qu'on doit se faire examiner par l'extérieur. Et on a énormément de mal dans les organismes comme France Avenir où on gère les interventions depuis longtemps, où on a parfois l'impression, ce qu'on dit de manière un peu pourrie, mais on a l'impression, quand on a affaire à des évaluateurs extérieurs, qu'on leur prête notre monde pour qu'ils nous donnent leur pouvoir. Et donc je voudrais savoir ce que vous pensez de cette question de systématiquement externaliser l'évaluation. Vous en avez parlé un peu, mais on est soumis juridiquement à ça. L'évaluation du second public en politique publique, c'est obligatoirement externalisé. Sinon, vous n'avez même pas de financement. Pourtant, le financement est embarqué dans le second public. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, ce que vous posez comme question, c'est une question du rapport entre le connais-toi toi-même et sois légitime vis-à-vis de l'extérieur. Le connais-toi toi-même, c'est toi qui le fais. Et donc, une activité qui ne s'auto-évalue pas, c'est une activité qui ne comprend pas ce qu'elle est. Alors après, on peut s'auto-évaluer avec ses propres critères, en disant mes seuls critères, c'est les critères académiques, ou mes seuls critères, c'est les effets économiques, ou mes seuls critères, c'est mon impact sur les politiques publiques, peu importe les critères dont on se dote, mais on s'auto-évalue, et on fait son propre rapport d'auto-évaluation, entre guillemets. Parce que s'auto-évaluer en ne produisant rien sur ce qu'on est et en ne s'en servant pas quand on décrit le futur de ses activités et ses projets de demain, c'est comme si on ne s'était pas auto-évalué. Donc ça c'est une vraie question qui est posée, et nous, notre ambition, notre pari, parce qu'on est chercheurs, ça fait partie de notre... Ce programme est à la fois un programme de recherche et aussi notre dimension dans le rapport avec la société, notre ancrage en rapport avec la société. Notre pari, c'est qu'on fabrique des instruments et une approche dont les chercheurs peuvent se saisir pour penser leurs propres projets, pour leurs propres activités, et mieux construire par exemple les types de demandes qu'ils effectuent à l'extérieur, etc. Mais ça n'enlève pas le besoin d'avoir un regard extérieur de manière périodique. Le regard extérieur n'a pas la même fonction. Il est là pour gérer ce qu'on appelle la third party, il est là pour gérer le fait que vous soyez légitime dans les aspirations qui sont les vôtres. C'est comme quand vous utilisez un third party pour la banque. C'est PayPal. Et il faut le comprendre comme ça. Alors ceux qui ne le comprennent pas comme ça font que les évaluateurs passent leur temps à construire les données pour l'évaluation et finissent l'évaluation avec les données qui ne sont toujours pas construites. Et donc, il n'y a pas de travail de légitimation qui se produit derrière, parce que ce qui est produit est quelque chose qui ne circule pas. Moi, j'ai une analyse un tout petit peu plus sauvage sur le sujet, c'est que je pense que parmi ces critères de beauté, il y a eu la création quasiment juridique d'un marché pour les qualités d'évaluation. Je pense que ça... Je vais le prendre de manière plus simple et plus directe. Vous n'apprécieriez pas quand vous investissez vous achetez des actions, qu'il n'y ait pas un tiers qui vous dise que les comptes d'une boîte ne sont pas bricolés. Et donc ça a fait un marché, le marché des commissaires aux comptes. Alors qu'il y en a des mauvais, il y en a des bons, il y en a etc. Il y a des scandales, il n'y a pas des scandales. Eh bien, dans l'utilisation de l'argent public, on a besoin d'un tiers de confiance. Voilà, on a trop tiré sur la corde,
les acteurs économiques, les acteurs de la recherche ont trop tiré sur la corde. Rappelez-vous que la recherche est l'investissement qui a le plus progressé dans les dépenses publiques de l'État, que ce budget de la formation et de l'enseignement, ce budget de la recherche et de l'enseignement supérieur est devenu le 4e budget de la nation. Hein, il était le 18e il y a 15 ans. Hein, d'accord? Et que entre les deux, qu'est-ce que nos citoyens ont appris de plus sur ce que c'était que la recherche et qu'est-ce qu'elle produisait? Dites-le moi. Moi, je pense qu'on est devant une faille, et c'est pour ça que nous parlons d'une transformation du contrat social entre la recherche et la société, pas seulement parce qu'on manque plus de contrôle, mais parce que simplement la place de la recherche a changé dans la société. Oui. Donc, la dernière diapositive, donc, mettait l'accent sur culture de l'impact dans la recherche. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement le versant symétrique, c'est-à-dire culture de la recherche chez les acteurs? Et est-ce que dans finalement la sélection des cas, il n'y a pas des facteurs de sélection qui tiennent à cette espèce de prédisposition des acteurs à faire en sorte qu'il y ait impact? Alors c'était un des points absolument centraux qu'on souligne, c'est que quand les réseaux sont déjà... C'est beaucoup plus facile de travailler, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit quand on utilise qu'on appelle ça le design quelque chose, ou le design concentré, vous avez dit, ou qu'on appelle l'innovation incrémentale ou cumulative. Quand les réseaux sont constitués, quand les règles de marché sont connues, on peut toujours innover, approfondir, on va mettre un produit légèrement différent sur le marché. Et donc ici, dans ces cas-là, quand les réseaux sont constitués, c'est beaucoup plus facile de gérer des transformations, c'est-à-dire quand la configuration productive de la recherche inclut le cœur des acteurs économiques qui seront intéressés à sa mobilisation, par exemple, vous avez beaucoup moins de difficultés à voir de la circulation s'opérer. D'ailleurs, les temps dits de circulation, d'intermédiation et de circulation sont beaucoup plus brefs que quand des travaux, pas obligatoirement de rupture dans la science, mais posent une vraie question de rupture. Hein, par exemple, les itinéraires techniques à base intrants dans les blés. Hein, si vous faites l'analyse de leur effet économique sur les 25 dernières années de récolte, il y a plus de 20 années où c'est plus intéressant que les itinéraires intensifs. Et bien pour autant, ils n'ont pas de diffusion. Et donc la question des réseaux constitués joue un rôle absolument central. Et du coup, la stratégie qu'un organisme va avoir quand il, de manière explicite, il voudrait promouvoir ou agir sur quelque chose qui est en rupture du côté de la vie sociale et économique, eh bien, il a à penser ces conditions de rupture et c'est souvent une cause assez évidente de limite dans la diffusion. Par rapport à la temporalité et au fait d'avoir des pas de temps longs, je me demandais si on faisait la même étude sur le même cas à 5 ou 10 ans d'intervalle, est-ce que finalement on aurait la même typologie des impacts et un même type de radar d'impact? Je ne suis pas forcément sûr, et peut-être que du coup ça vaudrait le coup aussi de se poser la question de la dynamique des impacts en fait. Voilà. Et ma deuxième question, c'est par rapport ce que vous avez appelé les chemins critiques pour essayer de prédire en fait des cas où ça a des meilleures chances de marcher. Est-ce que finalement, tous les cas qu'on étudie dans le cas de l'ASIRPA, c'est des histoires à succès en fait, c'est des jolies histoires. Est-ce que de temps en temps il ne faudrait pas en étudier quelques-unes qui ont foiré lamentablement pour savoir si ces chemins critiques sont aussi prédictifs que ce qu'on pourrait imaginer à partir de l'étude des 50 cas déjà. Alors, c'est un débat sur les travaux sur l'innovation. Depuis que je travaille sur l'innovation, ce débat a toujours perduré. Nous considérons-nous, nous avons toujours beaucoup plus appris avec des cas à succès qu'avec des échecs, parce que 95% des échecs qu'on a suivis, c'était des problèmes basiques.
Et que donc il faut trouver des cas, il faut trouver des échecs avec des gens, avec des histoires bien fichues. Et effectivement, on a étudié, mais pour moi je considère que les itinéraires techniques à base intrant, c'est un extraordinaire cas où aujourd'hui, de potentialité de rupture formidable et d'échec dans sa circulation après 10 ans, plus de 10 ans après la fin des travaux scientifiques. Et ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, on a essayé de choisir des cas. Nous, on a une version différente des différentes théories, et nous, enfin, les gens avec qui je travaille, et moi-même, on s'appuie beaucoup sur Rogers, qui était le contraire d'une approche linéaire de l'innovation, et qui nous expliquait que le vrai problème dans l'innovation, la plupart du temps, c'était pas la première diffusion, mais c'est la généralisation. Et donc, c'est pas le mot d'adoption qui nous intéresse, c'est le mot de généralisation. Et donc, on a essayé de choisir des cas, et comme critère de succès pour nous, des cas qui sont en fait, qui ont atteint les ambitions qui étaient les leurs et les populations qu'ils visaient. Et donc, on a des cas de généralisation dans ou des cas qui sont en voie de généralisation dans la plupart des cas qu'on a étudiés. Pour pouvoir essayer de comprendre justement ce problème du passage du premier usage à la généralisation, qui est quand même, dans les travaux sur l'innovation qu'on connaît dans des tas de domaines, et qu'on a fabriqué nous-mêmes aussi, auxquels on a contribué, c'est quand même le point critique. On reste dans une petite niche de marché et on ne sait pas sortir de sa niche. Et d'ailleurs, Gilles a fait une théorie que vous utilisez sur les 3 niveaux, en séparant le niveau de la niche du niveau du régime, où il y a quelque chose qui circule et atteint la population qu'on s'était donné. Donc on essaye plutôt d'être à ce niveau-là quand on fait des travaux. Maintenant, je vais vous citer un cas célèbre. Aigrin concluait, premier évaluateur, président du comité d'évaluation qui évaluait le programme, la première version du programme Esprit, et il a conclu de la manière suivante. Si je me fie uniquement aux résultats de l'évaluation, il faudrait arrêter immédiatement ce programme. Si je me fie à ce que je pense du futur de la société, il faut le continuer. Il était suffisamment puissant pour faire continuer ce programme, et 20 ans après, j'ai co-présidé l'évaluation du programme, de ce programme, et nos résultats sur ses impacts sont absolument incroyables. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. En tout cas, de tout ce que nous pensions qui pouvait être possible. Donc c'est clair qu'il faut savoir jouer dans la dynamique. Mais on ne joue pas dans la dynamique uniquement du point de vue extérieur, parce que Aigrin était à l'intérieur. Il était le défendeur, le porte-parole du milieu et de cette approche sur les technologies de l'information. Et c'est parce qu'il la connaissait intimement et qu'il avait la légitimité politique qu'il a imposé la continuation d'un programme qu'un évaluateur uniquement technique pour lequel un évaluateur uniquement technique aurait demandé l'arrêt. C'est pour ça que l'auto-évaluation est aussi importante.